Excusez-vous. Bonsoir à tous. Nous allons vous présenter ce soir les dispositifs fiscaux. On termine la journée en beauté. Un thème qui est un peu lourd comme ça, mais on va essayer de le simplifier au maximum et de vous apporter un maximum de lumière sur tous les différents dispositifs fiscaux qui existent, dans l'immobilier notamment. On va commencer en zoom. On va partir du macro, c'est-à-dire du régime général, la fiscalité immobilière dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on va partir du régime général, c'est-à-dire la fiscalité de droit commun ou régime commun, comme on peut l'entendre de temps en temps. S'il y a quoi que ce soit, on gardera les réponses pour la fin de la présentation. On a prévu un moment pour ça. C'est parti. La fiscalité immobilière. La fiscalité immobilière, c'est un principe qui est assez simple. C'est un principe de recettes et de dépenses. Donc je vais avoir dans un premier temps des recettes à déclarer. On est en immobilier locatif, ce sont les loyers. En termes de dépenses, je vais avoir un maximum de charges que je vais pouvoir imputer, et en clair, toutes les charges qui sont liées à mon investissement. Les plus importantes, même si elles sont dégressives, et même si les taux d'emprunt aujourd'hui sont bas, on déduira quand même 100% de mes intérêts d'emprunt. Je vais y déduire également l'ensemble de mes coûts d'assurance pour le crédit. Je vais également déduire mes taxes foncières, les charges de copropriété non récupérables auprès de mon locataire, et y compris mes charges de syndic. Je vais également avoir, puisque depuis peu c'est obligatoire, une assurance propriétaire non occupant qui doit couvrir mon bien en cas de défaillance d'assurance de mon éventuel locataire. Et autres, tous les frais qui pourraient entrer dans la gestion de mon appartement, de mon bien locatif. Principe recette-dépense, ça veut dire que je vais avoir deux résultats possibles. Un, j'ai du bénéfice. Le résultat de ce bénéfice sera donc reportable sur ma déclaration de revenus. Deux, j'ai un déficit. Et ce déficit sera déductible de mes revenus, alors éventuellement de mes autres revenus fonciers qui seraient positifs, d'un autre bien qui lui n'est plus soumis à emprunt par exemple, ou de mon revenu global imposable. Le déficit sera reportable sur un plafond de 10 700 € dans la limite de 10 ans. C'est clair pour tout le monde. J'avance. Le principe, et tout à l'heure j'ai touché du doigt un sujet qui est quand même assez important, en tout cas quand on veut se lancer dans un investissement immobilier en ce moment, c'est les taux d'emprunt qui sont excessivement bas aujourd'hui. Donc c'est un déclencheur d'achat pour les investisseurs, mais néanmoins, il faut prendre toute la mesure du risque que ça représente d'un point de vue fiscal. On va prendre un petit schéma assez simple. On va prendre une échelle en euros et une échelle du temps. Un exemple là sur 20 ans, pas de graduation volontairement. Sur mon achat immobilier, je vais avoir une mensualité de crédit fixe, linéaire et constante. Et on sait qu'à l'intérieur de cette mensualité de crédit, j'ai deux composantes. Je rembourse mon capital de l'emprunt que j'ai souscrit, et je vais aussi payer le banquier qui m'a apporté et accordé ce prêt. La courbe va être descendante sur ma quote-part d'intérêt de crédit. En dessous, c'est bien la quote-part d'intérêt, au-dessus, la quote-part capital. L'incidence de cette courbe est liée au taux. Plus les taux seront bas, plus la courbe sera basse. Plus les taux sont hauts, plus je vais pouvoir monter et me rapprocher. Ça sera variable en fonction du taux indiqué par l'INSEE, qui depuis peu sur l'IRL tient compte en fait d'une indexation par rapport à l'inflation. Donc c'est pareil, cette courbe verra son incidence bouger en fonction des taux. Puis en réalité, en général, on est plutôt prudent sur l'augmentation des taux, puisqu'on va prendre 0,75% d'augmentation par an, où cette année, on devrait être à 1,5 d'inflation. Alors tout le monde sait que depuis 3 ans, enfin 2 ans et demi, 3 ans, on a une revalorisation de loyer qui est flat et qui est à 0. Mais on sait qu'en 2012, au plus fort de la crise, on avait encore une augmentation de loyer et un indice qui était en revalorisation, alors que déjà il aurait dû être flat si on prenait en compte tous les paramètres économiques. Là aujourd'hui, on est en courbe, on est flat. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de baisse. On parle de baisse, mais si on parle de baisse, c'est du 0,1. C'est flat, et si on a une augmentation, c'est plus 1, plus 0,1. Donc, on sait que par contre, l'inflation va être positive cette année. On va avoir une inflation cette année.
Donc on va avoir également une augmentation des loyers, avec peut-être une inertie à plus 1 an, mais on va quand même avoir une augmentation de loyer. Quoi qu'il en soit, si je reviens sur mes loyers par rapport à ma mensualité de crédit et surtout à mes intérêts, je vais avoir un croisement de courbe. C'est ce croisement de courbe qui est hyper délicat quand on fait de l'immobilier locatif, puisque avec les taux d'emprunt actuels d'un prêt sur 20 ans, je vais avoir un croisement de courbe aux alentours des 2 à 3 ans, voire peut-être moins des fois. Ce qui veut dire que à gauche de la courbe, quand on est en face, on a un déficit, moins de loyer que d'intérêt, et de l'autre côté, je serai en positif. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que simplement la quote-part entre ma ligne verte et ma ligne d'intérêt de crédit se constituera mon bénéfice qui sera reportable sur ma déclaration de revenus. Donc si on fait un petit zoom, sachant que je ne vais pas pouvoir, c'est pas forcément tactile, mais je ne vais pas forcément pouvoir étirer le schéma, mais si je veux éviter que ce croisement de courbe n'arrive trop tôt, il faudrait que j'allonge ma durée de financement, ce qui permettra d'écraser ma ligne d'intérêt, ma mensualité de crédit également, et ça limitera forcément ma participation financière mensuelle dans l'opération. Parce qu'il y a un point qui est important, c'est qu'en allongeant la durée du financement, on reportera l'effet ciseau indésirable sur ce croisement de courbe. Si on met, pour tout à l'heure, parce qu'on va parler aussi des régimes spéciaux dans l'immobilier, j'ai fait également une petite projection. Si on regarde une courbe à 9 ans, qui pourrait être par exemple une fin de défiscalisation, on voit bien que j'ai une partie, une perte sèche fiscale, une imposition de mes revenus locatifs, d'un bénéfice qui va être généré avant même d'arriver à la fin d'un avantage fiscal. C'est-à-dire que si je vais chercher une réduction d'impôt et que je finance sur du court terme, j'accepte d'ores et déjà de rendre en impôt une fiscalité sur les loyers. À partir de ce principe-là, on va essayer de travailler, en tout cas c'est comme ça chez Réalité qu'on va sélectionner des biens immobiliers pour nos investisseurs. L'objectif principal d'un investissement immobilier locatif étant de percevoir des loyers, j'enfonce une porte ouverte volontairement, il faut respecter des critères qui sont assez anciens. Nos parents, nos grands-parents nous parlaient toujours de l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est un peu galvaudé, les choses ont évolué, la fiscalité a évolué, donc l'emplacement c'est quand même un critère de premier ordre, et c'est d'ailleurs le premier, il faut respecter un emplacement au cœur des villes, à proximité des commodités, des écoles, des moyens d'accès, des transports en commun, etc., etc. Il faut également avoir une qualité de construction, parce qu'un bon emplacement n'est pas suffisant. Si j'ai des matériaux de construction et un bien qui, de prime abord, pourrait être attractif en termes de prix, mais pas avec une belle qualité de finition, ça va me coûter cher à l'entretien. Donc quelque part, l'économie que je fais à l'achat, je ne vais pas forcément la faire perdurer en entretenant et en conservant le bien dans le temps. Donc c'est important vraiment d'aller sur une qualité. Et ensuite, dernier point, on va aller, c'est la cerise sur le gâteau, parce que à partir du moment où j'ai l'emplacement et une qualité de construction, je suis normalement assuré d'avoir un rendement locatif assez intéressant. Je vais travailler sur une optimisation financière et fiscale, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, l'allongement de la durée, jouer sur le financement et éventuellement sur les différents avantages fiscaux que je vais avoir en allant chercher l'immobilier. Voilà à quoi ressemble un particulier qui ne connaît rien à l'immobilier quand il se dit « Tiens, ce serait bien qu'on fasse un investissement, les taux sont bas. » Effectivement, c'est bien. Mais alors là, on commence à se renseigner un peu. Volontairement, vous la voyez un peu plus grosse que les autres. Ça, c'est ce que j'appelle moi la star de la Fashion Week de l'immobilier. Tout le monde en vend, tout le monde en veut. C'est ce qui se... D'ailleurs, on pourrait presque dire des fois que c'est ce qui ne se vend pas, c'est ce qui s'achète. Et c'est dommage, et heureusement par contre qu'il n'y a pas que ça dans l'immobilier, ce sera un métier un peu rébarbatif et répétitif, donc il y a d'autres lois, il y a d'autres vecteurs sur lesquels on peut jouer, et on va essayer d'en parler ensemble et essayer de dégrossir rapidement. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête et ce qu'il faut avoir bien en conscience, c'est que quand on va aller vers un investissement immobilier, il faut que ça respecte absolument les critères et les objectifs que je me suis fixés pour réaliser mon immobilier. Alors les objectifs, ça peut être des objectifs patrimoniaux, je peux avoir du revenu complémentaire, me constituer un capital, ça c'est ce qui revient beaucoup dans la bouche des investisseurs, préparer ma retraite, générer du revenu complémentaire, défiscaliser également. On n'a pas de baguette magique et on va essayer de travailler en fonction de tous ces critères, de trouver le meilleur compromis. À côté de ça, il y a aussi un critère qui est primordial, c'est de pouvoir aussi valider un budget à consentir pour cet éventuel investissement.
je suis peut-être finançable à 200 000 euros, ça ne veut pas dire grand-chose. Je vais voir mon banquier, il veut bien m'offrir et m'ouvrir une enveloppe voilà, assez importante. Mais moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'investisseur, c'est d'épargner 200 euros éventuellement dans un éventuel projet. Que ce soit de l'assurance vie, que ce soit un placement financier ou immobilier. En tout cas, je veux maîtriser mon budget. Donc c'est vraiment de ce postulat-là qu'il faut partir pour demain travailler son projet. Donc on va faire un focus, on va commencer quand même par elle. La loi Pinel. On va faire un rapide rappel. La loi Pinel qui est une digne succession de la loi Duflot, qui avait, de par son nom, peut-être un peu moins de succès, juste par le fait que, on va dire politiquement et en effet d'annonce, Madame Duflot avait tendance à un peu critiquer le côté propriétaire, des revenus locatifs qui enrichissaient les plus riches et coûtaient très cher aux classes moyennes qui n'avaient pas le moyen d'être propriétaires, etc., etc. En tout cas, c'est la communication qui en a été faite. Il y a eu des plafonnements de loyers, etc. La loi Pinel n'a pas forcément révolutionné tout ça. La seule chose, c'est qu'elle a apporté certains assouplissements et on a un peu laissé de côté le côté communication, propriétaire, qui verraient leur éventuel bien destiné à du social, etc. Néanmoins, on reste sur les mêmes paramètres. C'est de l'immobilier neuf, d'habitation, destination de résidence principale de l'usager, du locataire, et cet immobilier doit être nu, non meublé. Éventuellement équipé d'une cuisine, ça c'est possible, mais non meublé. L'engagement de location, là on a observé une souplesse. On va avoir un engagement initial de 6 à 9 ans, prorogeable jusqu'à 12 ans par période de 3 ans. L'avantage fiscal sera proportionnel à ma durée de détention. Plus je garde le bien longtemps, plus je pourrai défiscaliser un volume en pourcentage important de mon investissement. Rapide focus sur les différentes durées. 6 ans de détention, 12 ans de réduction d'impôt sur le montant d'acquisition du bien de l'immeuble, plus les frais de notaire, hors frais de garantie. 9 ans me généreront 18% de réduction d'impôt, et si je proroge jusqu'à 12 ans, j'irai jusqu'à 21% de réduction d'impôt sur mon montant d'acquisition. Assouplissement des conditions de location. J'ai maintenant, en tant que propriétaire, la possibilité de louer à un ascendant ou un descendant. Je peux louer à mes parents, grands-parents, qui pourraient être dans un besoin de logement, pour me rapprocher d'un centre-ville par exemple, on en voit beaucoup, ou à ses descendants, ses enfants qui pourraient être en location pour des études ou autres. Il faut quand même savoir que si je loue à quelqu'un de ma famille, il faut absolument que je justifie quand même d'un paiement de loyer. Je ne peux pas le louer à titre gratuit parce que c'est mon enfant, il faudra que je perçoive un loyer et que je déclare des revenus fonciers sur cette location. À côté de ça, vous avez des conditions également de plafond de loyer et de ressources qui sont quand même relativement larges, puisqu'on est loin des plafonds de ressources type HLM et on est loin d'un parc destiné de façon déguisée à du social. Au niveau de revenus, je ne sais pas si quelqu'un connaît, en loyer Pinel. Les revenus pour un couple qui voudrait être éligible à un loyer Pinel. C'est ceux du PLS, donc c'est 29 000. À l'abordage, c'est 26 000. Pour une personne aujourd'hui. Ah oui, pour une personne. Pour une personne, on est à peu près, c'est ça, 30 000 euros de revenus, ce qui est loin d'être le revenu moyen constaté en France, donc on est loin d'être sur une destination. Et sachant que c'est calculé sur des revenus N-2, donc 2 ans en arrière. On peut très bien avoir un jeune étudiant qui est à sa 2e année d'activité professionnelle, qui à l'époque donc était éligible à un plafond de ressources, qui rentrait dans le cadre du Pinel et maintenant gagne très très bien sa vie. Donc une fois qu'on est rentré dans les lieux, c'est plus difficile de réajuster ses revenus. Plafond d'investissement Pinel est de 300 000 euros, ça n'a pas bougé, c'était déjà le cas en Duflot, c'était déjà le cas en Cellier, sauf qu'on a la possibilité, contrairement au Cellier par exemple, de pouvoir acheter 2 biens. On n'est plus forcément obligé d'acheter une grande surface pour aller au maximum de la défiscalisation par an, mais on peut bien répartir ça sur 2 appartements à 150 000 ou à 100, à 200, ainsi de suite. La réduction d'impôt maximum donc, qui sera atteinte en fonction de la durée sera, dans le cadre d'un investissement à 300 000 euros, 36 000 euros sur 6 ans, 54 000 sur 9 ans, et une prorogation jusqu'à 12 ans nous générerait 63 000 euros de réduction d'impôt. Il faut savoir qu'on doit prendre en compte
et tenir compte de cette réduction d'impôt dans le plafonnement des niches fiscales de 10 000 euros. Petite précision sur le plafonnement des niches fiscales à 10 000 euros. Il faut savoir que si j'ai un investissement antérieur, un investissement cellier par exemple, que j'ai acheté en 2010, à l'époque le plafonnement à 10 000 euros n'existait pas. Il y avait des plafonnements mais qui étaient beaucoup plus larges que ça, et qui me généreraient à peu près 6 000 à 7 000 euros de réduction d'impôt. Je suis quand même vierge de défiscalisation et du plafonnement des niches fiscales. Donc je peux très bien repartir sur un nouvel investissement à 300 000 euros en tenant compte éventuellement des gardes d'enfants qui pourraient être déductibles, de l'amélioration de l'habitat, d'avoir acheté un poêle à bois, d'avoir des défiscalisations d'une femme de ménage, d'une personne qui m'aide à faire le jardin, des employés à domicile dans leur ensemble. Mais au-delà de ça, il faut savoir que les investissements antérieurs rendent pour le coup un peu moins restrictive la partie plafonnement des niches fiscales à 10 000 euros. On a encore de la souplesse et on voit qu'il y a quand même une idée reçue, c'est un peu, je pense, volontaire, sur la communication de ce plafonnement des niches fiscales. Donc il reste relatif. Pas de questions pour le Pinel? C'est bon pour tout le monde? Eh bien on va changer de loi. Si, dernièrement, on va quand même, en tout cas chez Réalité, conseiller à un investisseur d'aller vers du Pinel en fonction de ses objectifs, toujours pareil, mais pour une fiscalité qui va commencer aux alentours de 3 000 euros. Ça peut commencer vraiment à être intéressant, jusqu'à peu près 12 000 euros d'impôt sur le revenu. Le LMNP, location meublée non professionnelle, c'est un petit acronyme un peu barbare. Le LMNP, si vous en avez entendu parler, il faut savoir que c'est un immobilier traditionnel. On va acheter un appartement en tant qu'investisseur en pleine propriété. Je n'achète pas des parts d'immobilier dans un ensemble immobilier, je suis vraiment propriétaire au même titre que ma résidence principale. Je vais passer devant un notaire qui va me valider un acte et j'aurais bien acheté un appartement qui a une désignation avec un niveau d'étage, etc. Éventuellement le parking s'il contient un parking, etc., etc. Donc je serai vraiment le seul et unique propriétaire de ce bien. Ensuite, la petite parade, c'est que contrairement à un locataire classique, on va avoir un seul et unique locataire pour une période beaucoup plus longue. Sortie des périodes triennales, 3, 6, 9, etc. Là, on va partir sur des périodes qui, à minima, seront de 9 ans. Donc pendant 9 ans, je serai assuré d'avoir un locataire dans mon bien, ce qui est une sécurité par rapport au risque locatif et la rentabilité même de l'investissement que je réalise. Et ensuite, toujours pareil, dans le même principe de ce que je vous évoquais tout à l'heure, la cerise sur le gâteau, sauf que là, et on peut peut-être en mettre 2 sur le gâteau, puisque la fiscalité peut être avantageuse, elle l'est déjà, mais en plus elle peut être cumulable. Et on va voir dans quelle mesure. On reprend les critères, donc investisseur bien en pleine propriété. Le bail qui va me lier à mon locataire sera reconductible en reconduction tacite. Donc c'est-à-dire que je pars pour 9 ans, et à la fin des 9 ans, si les deux parties sont toujours d'accord, ça repartira pour une tranche de 9 ans aux mêmes conditions que le premier bail. Pour la fiscalité avantageuse et cumulable, on va revenir dessus un instant. Investisseur, personne privée, personne physique comme vous et moi. On peut avoir des montages en société, étant donné qu'on va avoir un bail avec certaines particularités, tout ce qui est montage en SCI, sous une SCI transparente à l'IR, ne sera pas compatible. On va travailler avec des SNC, ça c'est souvent sur des investisseurs qui travaillent en indivision sur un même bien pour essayer de structurer et de réglementer, on va dire, leur acquisition commune, mais qui ne sont pas forcément des membres d'une même famille. Et la SARL dite de famille, transparente à l'IR également, mais qui sera compatible avec le type de bail qui va être apporté sur ce bien. On va avoir l'acte chez notaire, je passe rapidement dessus. Donc l'avantage de mon locataire unique, c'est que je vais percevoir des loyers, quelle que soit l'occupation du bien. Et ça c'est important, puisque l'objectif de mon immobilier locatif, c'est bien de percevoir des loyers. Ensuite, mon locataire, qui va être là pendant une période de 9 ans, va entretenir les parties communes et les parties privatives également, c'est-à-dire mon appartement, parce qu'il va être de son ressort d'avoir un bien en plein potentiel locatif le plus longtemps possible. Et maintenant, en fait, on va rentrer un peu dans le détail de ce qu'est ce locataire. En fait, en clair, c'est un gestionnaire, mais juridiquement, c'est mon locataire. Je signe le bail avec ce locataire. Lui, ensuite, son objectif, il n'est pas philanthrope, c'est de remplir cette résidence, d'avoir un bon taux d'occupation,
et d'y effectuer son activité de gestionnaire. C'est-à-dire qu'en clair, je vais avoir des sous-locataires en dessous de mon locataire avec lequel j'ai payé. Maintenant, c'est lui qui travaillera sur cette partie sous-location et sa responsabilité est clairement impliquée avec moi sur le dossier. Pour du gagnant-gagnant, il faut qu'il remplisse les appartements. Alors, pour fidéliser sa clientèle notamment, il va apporter des services à ses sous-locataires. Quelque part, moi, en tant que propriétaire, je pourrais m'en fiche complètement, c'est clair. Sauf que ces services apportés à ces sous-locataires, ça a un impact pour moi en tant que propriétaire, puisque ça va me permettre de rentrer dans le cadre d'un bail de résidence avec service, et donc d'avoir une récupération de TVA possible sur mon achat immobilier. Ce qui est assez intéressant, puisqu'aujourd'hui, on vient de parler de la loi Pinel, 18% sur 9 ans, si je prends la défiscalisation médiane. Et bien, si on parle de récupération de TVA, je parle déjà de 20% sur mon acquisition et en one shot, c'est-à-dire tout de suite, dès l'acte. Certains opérateurs, certains promoteurs, ils sont encore rares à le faire, mais en réalité le fait par exemple, portent la TVA pour les investisseurs, ce qui évite une ligne de crédit trop importante, ce qui limite l'endettement des investisseurs, et ils financeront leurs biens dès le début par une acquisition hors taxe. Ensuite, il va y avoir le traitement locatif des loyers. On a vu les incidences de courbe. Eh bien, on peut avoir deux options possibles fiscales. Soit je ne payerai pas d'impôt sur mes loyers, et ce pendant une période assez longue, on va voir le détail ensemble tout à l'heure, soit je peux avoir en plus de ma récupération de TVA également, une réduction d'impôt. Donc là, on va être sur un volume de réduction d'impôt un peu moins important que sur Pinel, mais cumulé à la TVA néanmoins intéressante. On est à 11% de réduction d'impôt sur le montant hors taxe. Les 11% ne pourront pas être pris sur la partie TVA. Avoir une réduction d'impôt sur un avantage fiscal, c'est quand même bien, mais on va arrêter là déjà, la mariée est déjà assez belle comme ça. Donc ce qui veut dire que mes 20% de TVA et ma réduction d'impôt me génèrent 31% d'économie sur mon appartement. Faites un comparatif en pourcentage avec du Pinel, toujours intéressant, et d'autant plus que ce type de bien n'est pas soumis au plafonnement des loyers. Donc les rentabilités en sont un peu meilleures. On explique un peu le fonctionnement d'un terme un peu barbare. Désolé, vendredi soir, mais on va quand même utiliser un terme barbare, les amortissements. Qu'est-ce qu'un amortissement? Un exemple simple, je suis chef d'entreprise, j'achète du matériel informatique. Ce matériel informatique, je vais avoir le droit de l'amortir sur 3 ans. C'est une règle comptable. J'achète 1000 € mon ordinateur. Sur 3 ans, j'ai pris un chiffre simple. 333 € par année que j'amènerai en déduction de mon résultat de mon entreprise. Une fois les 3 ans passés, je peux racheter un bien, le conserver. En tout cas, voilà. L'objectif, c'est de pouvoir utiliser une dette et amortir ce bien sur une durée déterminée par l'administration fiscale. Heureusement, un bien immobilier dure un peu plus longtemps qu'un bien informatique. Donc on va parler d'amortissement, mais sur une période plus longue. Donc là, j'ai un bien de 100 000 €. Donc j'amortisse bien 100% de la valeur du bien sur le coût d'achat hors taxe, hors mobilier, bien sûr, puisqu'il y aura également un traitement d'amortissement différent pour le mobilier, mais je l'amortirai aussi à 100%, et hors code par terrain, qui est en général de 10 à 15% de la valeur du bien. Mes 100 000 € sont bien hors taxe, hors meubles et hors code par foncière. Je vais amortir donc à part égale 5 000 € par an, et ce, pendant 20 ans. À quoi vont me servir ces amortissements immobiliers? Eh bien, on va reprendre notre principe recette-dépense, puisqu'on reste sur l'immobilier, donc on reste sur du droit commun. J'ai un fonctionnement, on va dire que par rapport à notre courbe de tout à l'heure, on a déjà passé l'effet ciseau, on est de l'autre côté, donc sur la partie droite où on était imposable. J'ai 2 000 € de loyer, j'ai 1 000 € de charges, tout compris, ce qui me fait un résultat positif de 1 000 €, qui serait à reporter sur ma déclaration de revenus avec le traitement de ma tranche marginale d'imposition et les prélèvements sociaux qui sont partout. Je vais utiliser mes amortissements de mon année N. J'ai 5 000 €, on l'a bien vu au préalable. Bon là, je vois que j'ai un déficit à combler que de 1 000 €. Mais je vais utiliser seulement les 1 000 €. Et il va donc me rester 4 000 €. On va voir le traitement des 4 000 € par la suite. Moi, ça me permet d'avoir une balance fiscale nulle sur mon bien. J'ai autant de recettes que de dépenses. Donc 0 imposition. Les 4 000 € restants, je vais avoir le droit de les cumuler, de les reporter jusqu'à épuisement, sans limite de temps. Contrairement au déficit foncier qui avait une limite, en plafond et en durée, là je vais pouvoir l'amortir et le reporter jusqu'à épuisement. Ce qui fait que, admettons que les années précédentes, il y avait déjà
5 000 euros, je vais retrouver mes 4 000 euros de mon année N, et ainsi de suite, jusqu'à l'extinction de ces amortissements. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de mon prêt, il va me rester des amortissements de façon mécanique qui vont me permettre d'avoir des loyers entièrement nets d'impôts, et ce pendant plusieurs années après le financement. Ce qui en fait un produit phare pour constituer un revenu complémentaire pérenne, puisque les loyers sont garantis, loyer net d'impôts et donc aucun prélèvement social. Donc j'allie la rentabilité, la fiscalité et le rendement sur mon placement immobilier. Aussi, moi j'ai une question. On revient. Dans le principe où j'amortis mon bien sur 20 ans, admettons. Oui. Je choisis de passer en amortissement sur 20 ans, je fais mon prêt sur 20 ans. Ça se termine, j'arrive au bout de mes 20 ans. Du coup, j'ai fait cet investissement-là dans l'objectif de me constituer des revenus complémentaires, imaginons pour la retraite. Arrivé à cette période-là, du coup, je vais encaisser des loyers, mais je n'aurai plus rien à mettre en face de l'autre côté pour déduire Bien sûr. de mes revenus encaissés. Oui. La question, c'est est-ce que je peux faire un nouvel investissement en LMNP, Oui. utiliser ma cagnotte d'amortissement de ce nouvel investissement, parce que imaginons que la cagnotte soit suffisamment importante pour que je puisse aller en puiser un peu là, est-ce que je peux l'utiliser toujours pour le premier? Alors c'est intéressant, il faut savoir qu'en fiscalité, disons pour l'ensemble. il y a des natures de revenus. Communément, on va dire qu'il y a des poches. J'ai une poche de revenus fonciers. Les revenus fonciers ont une particularité qu'il y a une passerelle avec l'imposition du particulier. À côté de ça, on va travailler là sur une nature de revenus qui s'appelle les revenus BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et il n'y a aucune passerelle entre les BIC et l'imposition de l'investisseur. Donc le déficit de ces BIC doit rester déductible sur des biens et revenus de même nature. Donc on restera sur le BIC. Si j'ai un bien qui est épuisé d'amortissement, on va dire ça comme ça, en LMNP, que je rachète un bien, le déficit sera donc, les amortissements de l'un seront donc reportables sur le revenu de l'autre. Okay. Donc finalement, c'est ce qu'il faut faire. Alors, c'est peut-être ce qu'il faut faire. Ce que l'on voit en fait aujourd'hui beaucoup, c'est que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, entre la réduction d'impôt à 11% ou le choix de basculer pour les amortissements, en fait, c'est l'un ou l'autre. Le socle commun, c'est je récupère ma TVA. Ensuite, j'ai deux options fiscales. Soit je bascule pour les amortissements, j'amortis 100% de la valeur du bien. Soit de l'autre côté, j'amortis 11%, pas de la même manière. Et d'ailleurs, le terme amorti n'est pas approprié. J'aurai en réduction d'impôt les 11% du montant hors taxe. Ce qui veut dire que je vais retomber sur mon principe recettes-dépenses qu'on a évoqué là, où j'aurai plus les amortissements pour gommer la fiscalité. Donc j'aurai un bien en BIC qui va me générer des revenus positifs, au-delà de la défiscalisation au titre de l'impôt sur le revenu. Donc le mix parfait que l'on constate beaucoup pour les personnes qui veulent aller vers du loyer garanti, parce que du loyer garanti. Le risque zéro n'existe pas, on ne peut pas parler de garantie, on peut parler de sécurité quand même sur le loyer. Eh bien j'achète un bien en amortissement, comme celui qui est expliqué là, et en face j'ai un investissement en boulevard sensible. Ce sont les 11% de réduction d'impôt dont on parle. Et l'un pourra neutraliser l'autre, ça me permet d'avoir deux biens avec aucune gestion locative, puisque ce sera mon locataire, le bailleur, le gestionnaire, pardon, qui lui s'occupera du bien. Donc après, il peut y avoir d'autres mix de solutions d'investissement. Il faut regarder ça au cas par cas et en fonction de chaque investisseur. On a de plus en plus de personnes qui, aujourd'hui, profitant des taux bas, achètent un Pinel, qui aura un objectif à terme pour éviter l'effet ciseau qu'on a vu tout à l'heure, sera de revendre. Et en parallèle et simultanément lance en même temps un LMNP. En allongeant un maximum la durée de financement, on voit que revendre prix d'achat, même avec une légère perte simulée, on arrivera à rembourser le capital restant dû du meublé. Ça, c'est intéressant. Ça permet de profiter des taux bas d'aujourd'hui. On sait que d'ici à 6 mois, les taux risquent d'augmenter. Ce qu'on entend en tout cas au travers de notre filiale de courtage en financement. Le Crédit Agricole l'a prôné assez haut et fort lors du salon de Rennes, le Crédit Mutuel également. La baisse des taux, on est peut-être vraiment dans le creux de la vague avant que ça remonte. Quelle sera l'incidence de la remontée? En tout cas, aujourd'hui, on peut encore se constituer un patrimoine à moindre coût avec les taux actuels. Donc, pour répondre à votre question, moi je pense que oui, on peut dupliquer cet investissement, sachant que l'objectif premier, c'est que quand les investisseurs nous parlent de retraite et de défiscalisation, on va avoir tendance assez facilement à s'orienter soit vers un mix Pinel et LMNP et conserver le LMNP à terme, sachant qu'on va toujours, pareil,
garder les constantes, c'est-à-dire un emplacement. Il faut que ce soit bien situé et que je puisse avoir une certaine si on part du principe que la capacité d'emprunt est, on va dire, minime ou moindre, effectivement, le LMNP permet d'acheter sur des plus petits budgets. Oui. On ne peut pas forcément à chaque fois faire un Pinel à côté. Donc, non, bien sûr. il faut trouver une solution pour qu'au terme de l'amortissement, on puisse effectivement se dégager des revenus complémentaires, parce que c'est des logiques nécessaires, et pas avoir un impact trop important sur sa fiscalité. Il faut être clair, en termes d'amortissement, on va quand même parler sur un financement sur 20 ans, si je reprends l'exemple tout à l'heure de la courbe, le LMNP va nous emmener à une non-fiscalité des loyers pendant à peu près 27 à 28 ans. Donc, vous m'avez l'air jeune, madame. Je pense que dans 27 à 28 ans, vous ne serez peut-être pas encore à la retraite, mais ce sera peut-être compliqué de relancer une opération sur 20 ans. Ce ne sera peut-être pas votre objectif. Je ne dis pas que vous ne pourrez pas le faire, mais voilà, ce ne sera peut-être pas l'objectif. Donc après, il faut faire attention à ces cycles-là. C'est vraiment, on en revient à ce que je disais encore une fois tout à l'heure, on en revient au fonctionnement de l'objectif et la durée, parce que les années sont importantes devant nous pour pouvoir arbitrer au mieux. Mais en attendant, plus vous allongerez la durée de financement, moins votre participation sera importante et vous verrez que vous pourrez peut-être, des fois avec certaines surprises, pouvoir financer un peu plus que ce que vous avez en tête aujourd'hui. Il y a d'autres questions, je vous en prie. D'autres questions, monsieur? On va passer à un autre sujet, la nue propriété. Vous avez parlé cet après-midi avec nos notaires. On a abordé un thème assez récurrent qui était le démembrement, qui était fort intéressant d'ailleurs. Eh bien, il faut savoir qu'on a moyen d'acheter aussi. Alors, non pas sur du démembrement tel que nos amis nous l'ont expliqué cet après-midi, mais on peut acheter un bien en nue propriété. On va voir le fonctionnement. Alors, on a notre pleine propriété. J'aurais du mal à reprendre les termes des notaires exacts, mais d'un côté on va avoir l'usufruit, d'un côté on va avoir la nue propriété. Symbolisé ici par l'usufruit, la famille, l'usage du bien, et le bâti qui va être symbolisé ici. Donc l'objectif en fait en achetant sur ce type de support-là, c'est que simultanément il va y avoir un double acte qui va être fait pour une durée temporaire de 15 ans. Dans un premier temps et d'un côté, pour la partie usufruit, je vais avoir un bailleur institutionnel, bailleur conventionné, c'est souvent la municipalité, on va parler ici sur Nantes de Nantes Habitat, à Rennes on a Archipel, etc., qui va prendre la gestion pleine et entière de l'appartement pendant la durée du démembrement temporaire, c'est-à-dire une quinzaine d'années. En face, j'ai, moi, en tant que propriétaire, investisseur privé, je vais acheter la nue propriété. Il faut savoir que la répartition que l'on constate en moyenne est de 60% de la valeur du bien pour la nue propriété et 40% pour l'usufruit. Au terme de ces 15 ans, quid de mon acquisition? Eh bien, simplement sans aucune formalité, le contrat arrive à son terme. Néanmoins, il faut savoir que le contrat tient compte d'une restitution d'un bien en bon état d'usage et rénové. Donc d'ailleurs, il sera rénové du sol au plafond avec un contrat qui est assez précis dans ces termes. Donc moi, je récupérerai un bien issu de la période de 15 ans en tant que propriétaire qui sera entièrement remis à neuf. Et je récupère de facto la pleine propriété du bien, donc les 100%. Donc en clair, j'achète un bien à 60. Pendant une durée de 15 ans, l'usufruitier, lui, va gérer le bien et l'exploiter, c'est-à-dire qu'en allant un peu plus loin dans le détail, il va payer la taxe foncière, il va assurer la gestion locative, il va percevoir les loyers également. Je ne perçois vraiment en tant que propriétaire aucun revenu de cette acquisition, mais je n'aurai également aucune charge. Ça peut être intéressant, on va voir avec quelle utilisation ensuite. Donc en clair, les avantages d'un investissement en nue propriété, ils sont multiples. Un, ils vont maximiser ma capacité d'investissement. En clair, je vais acheter un bien, en général ces biens sont également basés sur des emplacements de premier ordre. En tout cas, il faut qu'ils le soient, puisque si j'achète 60%, la valeur de la nue propriété sur un bien qui aura du mal à terme à se revendre 100% de l'achat initial, je vais quelque part un peu gommer mon gain potentiel. Si j'achète 60 et qu'à terme le bien est bien placé, se revalorisera peut-être, mais si je revends au moins 100, je gagne 40. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on va voir le traitement fiscal de ces 40
en tout cas, voilà, ce qui m'apportera un levier pour me générer un capital à terme. Voilà, la récupération de la pleine propriété. Ensuite, il y a une optimisation fiscale. Il peut y avoir un intérêt pour certains investisseurs et certaines typologies d'investisseurs sur l'optimisation de cette fiscalité. Les intérêts d'emprunt sont entièrement déductibles des revenus fonciers existants. C'est-à-dire qu'un propriétaire qui a déjà des biens immobiliers qu'il gère, qui sont peut-être plus soumis à l'impôt ou qui sont en bénéfice assez important, il va avoir besoin de générer du déficit. On peut travailler sur du déficit foncier. Or aujourd'hui, le fait de ne pas avoir de gestion, de ne pas gérer, avoir des travaux à faire, etc., avoir du clé en main, c'est quelque chose qui séduit aussi beaucoup de nos investisseurs. Et donc ça peut être un palliatif à cette problématique de revenus fonciers. La nue propriété n'entre pas dans l'ISF. Donc ça c'est important aussi. Quand on a des investisseurs qui sont un peu limite pour l'assiette ISF, ils peuvent continuer de développer leur patrimoine immobilier. Cette quote-part, pendant toute la durée du démembrement, ne sera pas assujettie à l'ISF. Pas de prélèvements sociaux, je ne perçois pas de revenus. La taxe foncière est donc à la charge du fruitier, on en a vu, et ça c'est bien hors plafonnement des niches fiscales, puisque le déficit qui va être généré en déduction, quand je fais un financement bien sûr, je n'aurai pas d'intérêt d'emprunt dans le cas contraire, les intérêts d'emprunt seront intégralement déductibles, sans limite, au titre de mes revenus fonciers existants. Et on en a parlé, il n'y a aucun aléa locatif, aucun souci de gestion, aucune charge ni dépense imprévue pendant toute la durée des démembrements. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la partie? C'est bon? On avance. Le dispositif Malraux, une loi qui est assez ancienne. On va revenir un peu dans le temps, les années 60. André Malraux a voulu cette loi pour une bonne chose. En tout cas, nous, ce qu'on pense chez Réalité, c'est qu'il faut conserver aussi le patrimoine existant, il faut savoir rénover la belle pierre. Et c'était important de légiférer en ce sens pour pouvoir conserver un patrimoine et un caractère dans nos cœurs de ville. Et donc on va vraiment parler d'immobilier sur des secteurs sauvegardés, les immeubles en pierre de taille, etc. On va parler de l'hyper-centre-ville, voire des vieux centres-villes, avec une mécanique qui est légèrement différente par rapport à ce que l'on connaît là. Je vais acheter de l'ancien, donc on va rentrer dans des lois contrairement aux trois précédentes, des lois de réhabilitation, de rénovation. Le prix de l'immobilier va être réparti, 100% de mon enveloppe, sur deux critères. Une partie travaux, une partie pour le foncier. J'aurai donc sur mes 100% à peu près, c'est la moyenne constatée, 70% pour les travaux et 30% pour l'achat de l'appartement en l'état. Les travaux étant des travaux de grosse importance, on va avoir en général 3 ans de rénovation complète pour l'appartement. On est en secteur sauvegardé, il faut savoir que tout ce qui sera permis de construire et validation d'intérieur et extérieur seront soumis aux ABF, aux architectes des bâtiments de France. Là, ici, on est rue de Strasbourg, à Nantes. On est sur un bâtiment classé. Il faut savoir qu'on a été obligé de déposer un permis de construire pour refaire les bureaux à l'intérieur. Donc, quand on est en secteur sauvegardé, il ne laisse rien au hasard et c'est plutôt valorisant pour l'investisseur puisqu'il va se retrouver avec des finitions qui seront contrôlées aussi par des tiers, notamment les ABF. Et on connaît leur côté pointilleux et tatillon sur certains sujets, mais c'est très bien comme ça. La réduction d'impôt, par contre, là, va être assez attractive pour les personnes à forte fiscalité. On a une réduction d'impôt qui va être immédiate. Je ne suis pas obligé d'attendre la livraison du bien, donc dans les 3 ans, pour pouvoir réduire mon montant d'impôt. Sachant que sur mes 70%, ils vont être répartis donc sur 3 années, à part égale, en règle générale. 30% du montant des travaux est dans un plafond maximum annuel de 100 000 euros. Donc en clair, je peux défiscaliser de mon impôt sur le revenu, je parle vraiment du montant de l'impôt, jusqu'à 30 000 euros par an, et ce pendant 3 ans. C'est assez intéressant, d'autant plus qu'on est bien entendu en hors plafonnement des niches fiscales. Donc là, on va parler vraiment de fiscalité importante. L'exemple là chiffré étant repris sur le montant maximum, on va quand même pouvoir faire un investissement en Malraux pour les amoureux de la belle pierre et des centres-villes historiques.
On va pouvoir commencer à partir de 12 000 euros d'impôts sur des appartements de surface plus petite et jusqu'à 40 000 euros d'impôts sur le revenu. Sachant qu'on ne pourra pas dépasser les 30 000 euros annuels, il restera une quote-part. Mais là, on va quand même aussi générer du déficit et de façon artificielle, on va pouvoir peut-être aussi diminuer le revenu global imposable ou l'éventuelle fiscalité inhérente aux revenus fonciers existants. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Le déficit foncier. Le déficit foncier, c'est un peu le même principe, sauf que là, on va travailler vraiment sur du déficit foncier. On va parler de déficit foncier clé en main, avec une répartition 80% pour travaux et 20% pour le foncier. C'est un peu la même mécanique que pour le Malraux, sauf qu'on ne va pas être en secteur sauvegardé. La réduction de l'assiette des revenus fonciers par déduction des travaux, donc c'est-à-dire que tous les travaux là, vont impacter le montant des revenus fonciers existants. Et je vais avoir un fort impact car une diminution de ma tranche marginale avec un effet aussi sur les prélèvements sociaux. C'est également hors plafonnement et fiscal. Ce type d'investissement va correspondre à 100% à des personnes qui ont beaucoup de revenus fonciers à gommer. Maintenant, il faut savoir que par rapport à notre courbe, puisqu'on revient encore sur le régime commun, la personne qui cherche à faire du déficit foncier permanent doit être consciente qu'elle est en train de générer aussi une fuite vers l'avant. Parce que derrière, une fois que ce déficit de ce nouvel investissement sera généré, eh bien, je vais revenir aussi sur un principe de revenu positif. Et donc, quel va être le pansement que je vais pouvoir remettre sur cette fiscalité? De recommencer à aller chercher un déficit foncier, jusqu'à épuisement, et ainsi de suite. Et on se retrouve avec un cercle vicieux, des fois, pour certains investisseurs qui sont partis dans un engrenage où l'arrêt va être assez douloureux. Donc il faut commencer à l'anticiper, et en tout cas quand on part sur un rythme d'emprunts successifs, voilà, on se doute bien que les emprunts ne pourront pas être faits continuellement et éternellement comme ça. Donc c'est un jeu que l'on peut jouer, sur lequel il faudra être assez attention, notamment sur la sélection de biens, et on reviendra aussi sur la notion d'emplacement. Il faudra arbitrer une certaine partie, c'est-à-dire revendre, peut-être basculer en meublé certains biens, etc. J'avance. Monument historique. On va être sur des immeubles classés au répertoire des monuments historiques, donc on va être sur un échelon, on va dire, au-dessus du Malraux qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est de l'immobilier ancien, rénové. Un prix de l'immobilier avec une répartition toujours pareille, on va acheter de l'ancien réhabilité, donc une cote-part travaux et une cote-part pour le foncier, 60-40 en moyenne, ça va dépendre des opérateurs. Par contre, là, je ne vais pas toucher au montant de l'impôt de l'investisseur, je vais toucher au revenu imposable. En clair, pour donner un exemple là assez rapide, je gagne 100 000 euros par an. J'achète un bien qui, lui, va me générer à peu près 100 000 euros de travaux annuels, sur plusieurs années également. Eh bien, j'aurai une déclaration de revenus avec 0 revenu annuel. J'impacte directement de mon montant déclaré la partie travaux. Et encore un peu plus sympathique, c'est qu'on a du coup un impact sur la tranche marginale d'imposition qui est importante, ça c'est évident, mais c'est également hors plafonnement de niche fiscale. Et c'est également hors plafond. C'est-à-dire que je n'ai pas, contrairement au Malraux, une limite de travaux déductibles. Je peux y aller tant que tant. Donc là, on a un gros intérêt, alors déjà pour les personnes qui sont amoureuses d'histoire, puisqu'on va toucher des rénovations de châteaux, ce sont des bâtiments qui sont ouverts au public des fois, donc on est vraiment là axé sur une niche pour les très fortes tranches marginales d'imposition, 41-45%. Est-ce que vous avez des questions? On a fait le tour? Merci beaucoup pour nous. Merci à vous et puis à bientôt. Bonne fin de journée.